dans votre livre Les grands-parents, Histoire des grands-parents, vous montrez une ligne essentielle de changement. Quelle est-elle, cette ligne de changement, dans la période que vous étudiez, 18e, 19e, même début 20e? Qu'est-ce qui a changé dans cette représentation ou cette place des grands-parents? Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Eh bien, ce qui a changé, tout d'abord, c'est que la première chose qui a changé, c'est qu'on en parle. Déjà, c'est la première chose. Avant 1750, on a bien du mal à trouver des représentations ou un discours quelconque sur les grands-parents. Et puis après 1750, 1760, on en trouve et on idéalise complètement cette fonction familiale en la présentant de manière extrêmement valorisée. Et ce sont toujours des grands-parents représentés sous la forme du grand-parent gâteau. C'est-à-dire une vision... L'expression est-elle d'époque? L'expression est d'époque. On la trouve d'ailleurs dans certaines œuvres de Balzac. Alors, quel est le premier à l'avoir utilisé? Je ne peux pas vous le dire, mais c'est une expression de l'époque. Et donc, les grands-parents sont présentés comme des êtres affectueux et qui n'ont pas d'autorité. C'est-à-dire qu'ils sont c'est une forme de contestation de logique hiérarchique interne à la famille. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est cette évolution-là. C'est-à-dire le fait que l'on passe d'un système familial, je parle en termes de représentation, où des êtres qui sont des supérieurs générationnels se retrouvent dans des positions d'égalité avec les enfants. Et cette évolution est évidemment très lente à se faire, et évidemment elle s'explique par des causes qui sont multiples, sociales, politiques, culturelles, etc., religieuses, et que j'ai essayé d'expliciter dans mon travail. Oui. Alors, vous accordez beaucoup d'importance au début de votre travail à la démographie. D'ailleurs, en niant, en quelque sorte, que la démographie soit l'explication de ce changement. Cependant, les problèmes de vieillissement, de coexistence des générations, quelle différence y a-t-il entre fin 17e, fin 18e, fin 19e, par exemple, de ce point de vue-là? Parce que les grands-parents, pour qu'on en parle, il faut d'abord qu'il y en ait. Alors évidemment, c'était justement la première question à régler lorsqu'on travaille sur cette question. C'était effectivement de prouver qu'il y en avait. Sinon, on aurait pu me dire immédiatement, mais oui, mais enfin bon, tout ça est bien gentil, mais si les grands-parents on en parle, c'est parce qu'il y en a maintenant, et donc il fallait prouver évidemment le contraire. Et d'ailleurs, j'ai été très sensible aux premières pages de votre livre où vous essayez d'expliquer aussi que la question n'est pas simplement une question démographique. Oui, dans l'émergence des années 60, je me suis dit, voilà la même démarche. Exactement. Évitons le mécanisme démographique qui explique pas mal de choses. Donc, explication facile parfois. Explication facile, généralement paresseuse, oui. Alors donc la première question, c'était évidemment de savoir si les grands-parents existaient dans le temps. C'est vraiment la question simple, étant donné que beaucoup de gens pensent aussi en fait ils sont apparus depuis 1945 en masse, avec l'espérance de vie qui a augmenté et le vieillissement entre guillemets que nous connaissons occidentale. Et donc déjà prouver qu'il existait. Alors là, la démographie historique a son intérêt, même si je vais démontrer ça n'est pas la cause importante. Effectivement, on a des grands-parents au XVIIIe siècle. On en a à la naissance environ la moitié en vie pour un enfant. C'est sans doute un petit peu en hausse à la fin du XVIIIe siècle. Ça devait être plutôt 40% à la fin du XVIIe siècle, qui est une période assez difficile. Donc on peut penser qu'on était aux alentours de 40% des grands-parents en vie à la naissance pour un enfant, au moins pour l'époque moderne. Donc c'est déjà considérable. C'est déjà assez important, puisque c'est à peu près ce qu'a un enfant, enfin un jeune aujourd'hui, lorsqu'il atteint 20-25 ans dans la société française. Et on ne peut pas penser que les jeunes Français aujourd'hui de 20-25 ans n'ont aucun grand-parent. Donc ils existent. Parce qu'il n'y a pas d'arrière-grands-parents. Ça, par contre, ça n'existe pas. C'est peut-être là la différence. C'est sans doute la grande différence avec le XXe siècle. Donc ils existaient, et donc la causalité démographique simple, qui consisterait à dire on parle des grands-parents parce que les grands-parents apparaissent démographiquement, ne marche pas. Donc le deuxième aspect, c'est d'expliquer pourquoi tout à coup on en parle, puisque ce n'est pas une cause, on va dire, simple et mécanique démographique. J'ai apprécié votre étude démographique. Elle m'a fait découvrir quelque chose. Je savais bien que les grands-parents existaient parce que comme j'avais travaillé sous le XIXe siècle, je les trouvais moi-même dans la famille. Mais la démographie montre qu'il faut se défier des idées préconçues. C'est-à-dire, on dit toujours, ce sont les grands-parents maternels qui sont survalorisés parce que c'est la mère qui éduque les enfants, etc. Or, c'est démographique.
Puis, en raison de l'écart d'âge, il est évident que les enfants connaissent plus longtemps leurs grands-parents maternels que paternels. Et là, je trouve que ça évitait de tirer vers les représentations, l'idéologie à l'excès. Oui, et donc ça remettait bien les choses en place. Et ça, je n'y avais pas pensé. Oui. Alors c'est particulièrement vrai dans les élites sociales du 19e siècle, puisque l'écart d'âge au mariage des femmes et des hommes est très élevé, et donc la grand-mère maternelle est particulièrement jeune par rapport aux grands-parents paternels. Oui, qui ont eux-mêmes un écart d'âge. Qui ont un écart d'âge extrêmement élevé. Ce que vous montrez bien, c'est qu'il y a le problème de l'âge au mariage, et il y a aussi le problème de la place dans la fratrie. Voilà. Évidemment, un aîné a beaucoup plus de chances de connaître ses grands-parents, et notamment sa grand-mère maternelle. C'est tout à fait logique. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, lorsque j'ai fait les calculs, c'est de m'apercevoir que finalement, à un moment donné, lorsqu'on est le 7e, le 8e, le 9e, etc., cette proportion ne diminue plus. Parce qu'en fait, si on est 7e ou 8e ou 9e, etc., on est forcément né d'une femme qui était jeune. Voilà, et donc les grands-parents sont de plus en plus jeunes. Donc ça s'arrête à un moment donné. Voilà. Alors, de la démographie historique, vous tirez également des choses très intéressantes sur les problèmes de cohabitation, qui sont évidemment tout à fait importants pour les rapports parents-enfants, petits-enfants. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ? Bien, il y a souvent un mythe sur la famille ancienne qui consiste à dire que les générations vivaient ensemble dans la maison, etc. Bon, c'est un mythe qui est quand même largement maintenant oublié avec les travaux de Peter Laslett et de l'école de Cambridge, etc. Bon, sauf si, dans certaines régions, évidemment, de l'Europe. On peut calculer le taux de cohabitation des enfants avec leurs grands-parents. Et on s'aperçoit que c'est très différent selon les lieux et selon les classes sociales. Dans le cas de la France, par exemple, le nord de la France est nucléaire depuis le XVIIe et XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on ne vit pas avec ses grands-parents à la maison. On peut même trouver des villages où il y a moins de 3%, moins de 2%, moins d'1% des enfants qui ont un grand-père ou une grand-mère dans leur domicile. En revanche, ils en ont 60 à 65% en ont dans le village, mais à côté. Ce qui veut dire que les relations sont fréquentes, mais qu'on ne vit pas avec. Ce qui veut dire aussi que l'autorité ne sera pas la même. C'est-à-dire que la fonction, évidemment, des grands-parents n'est pas du tout la même dans ce cas. En revanche, dans le sud de la France, où on a des familles souches, ou en tout cas des ménages complexes, c'est-à-dire à plusieurs générations, on a la moitié des enfants qui vont avoir un grand-père ou une grand-mère dans leur enfance chez eux. Et là, souvent en position de domination. Le grand-père ou la grand-mère vont avoir un rôle domestique fort. Et donc, ils vont incarner une espèce d'autorité masculine, paternelle notamment. Voilà, notamment paternelle, ou maternelle d'ailleurs, puisque dans le cadre domestique, la femme domine le système. Phénomène qu'avait retrouvé d'ailleurs Frédéric Leplet au XIXe siècle, quand il allait étudier ces villages pyrénéens, les Mélougas pyrénéens, qui étaient composés de grands-parents, ou même peut-être, si je me souviens bien, d'arrière-grands-parents, à un moment donné, dans leur cycle de vie. Donc on a des différences très fortes selon les régions, et on a aussi des différences entre le monde urbain, le monde rural, et on a des différences interclassistes, puisque par exemple dans la noblesse jusqu'au XIXe siècle, on a jusqu'au début du XIXe siècle, jusqu'à la Restauration, monarchie de Juillet, on a encore une prédilection assez forte pour le ménage composé de générations multiples. Oui, mais alors est-ce que l'évolution du droit ne va pas, et le développement de l'individualisme ne va pas faire progressivement éclater ces structures-là ? Alors absolument, le développement de l'individualisme va créer justement le grand-parent gâteau, puisque le grand-parent gâteau, c'est le grand-père c'est le grand-père ou la grand-mère qui, au lieu d'être des pères et des mères qui incarnent l'autorité, cède l'autorité à des êtres qui leur sont désormais égaux. Et donc on est dans une logique individualiste et qui laisse s'épancher maintenant une affection complètement individualiste, personnalisée, je dirais, avec leurs petits-enfants. On n'est plus dans une logique hiérarchique et statutaire. Oui. Et donc l'individualisme va aboutir à ça. Et au niveau de la cohabitation, dans le monde rural, il faudra attendre beaucoup de temps. La fin de la cohabitation entre générations dans le monde rural, c'est plutôt au XXe siècle. Mais par exemple, dans le monde de la noblesse, au XIXe siècle, ça s'effondre complètement dans les années 1840-1850. On a beaucoup de témoignages de l'époque, ou même d'études d'histoire sociale, qui montrent qu'on ne vit plus avec ses parents ou ses grands-parents à la maison. Mais on aime bien les avoir pas loin. Voilà. Donc, par exemple, à proximité. Pas cohabitation, mais proximité. D'abord parce que les grands-parents rendent peut-être des services aussi. Parce qu'on les aime. Quelles sont les différentes fonctions que les grands-parents peuvent alors remplir quand ils sont un petit peu plus loin et pas trop loin ? Alors lorsqu'ils ne sont pas très loin, ils peuvent garder les enfants dans la journée, ils peuvent recevoir, ils donnent l'esprit de famille, c'est très important. Au XIXe siècle, aller voir ses grands-parents, c'est une façon de faire passer, du point de vue éducatif, l'esprit de famille, avec les petits cousins qui viennent aussi le dimanche, le jeudi, ou les vacances, etc. Donc il y a beaucoup
beaucoup de fonctions éducatives, pas d'instruction. Hein, Il ne s'occupe pas de ça. Non, il ne s'occupe Oui. pas de ça. Et d'ailleurs, on ne veut pas qu'il s'en occupe parce qu'il contredirait d'une certaine manière le pouvoir de l'école, le pouvoir des parents. Oui, Donc, puis il il faut pas donnerait qu'il s'en peut-être des vieilles méthodes. Alors, hein, oui, c'est un argument qui est utilisé, mais pas tant que ça. Oui. Il est vrai qu'on ne valorise pas non plus trop leur rôle de vecteur du savoir traditionnel. Sauf pour les femmes. Parce que là, on aime bien la grand-mère qui transmet les recettes. Transmet les recettes, oui. les vertus féminines anciennes et éternelles, etc. Face aux jeunes mères qui sont bien évidemment en voie de déperdition, etc. Il y a beaucoup d'auteurs un peu réactionnaires qui expliquent ça. Oui. Mais sinon, dans les milieux populaires, et bon, ils gardent les enfants, ce qui est quand même un point fondamental. D'autre part, bon, par exemple, il y a une étude en Angleterre qui montre, que je cite, je crois, qui montre par exemple qu'on mettait le grand-père à l'hospice pendant les périodes dans certaines périodes de l'année, notamment l'hiver et le printemps, et puis on les faisait ressortir de l'hospice pendant les moissons et ils gardaient les enfants pendant qu'on faisait les moissons. Voilà. Donc c'était très pratique, mais enfin bon, c'est pas exactement le modèle du grand-père gâteau du 19e siècle. Mais moi j'avais trouvé dans les milieux populaires, urbains ou ruraux pour toute la Troisième République, une très très forte part. J'avais étudié les délégations, ce que j'appelais les délégations de garde d'enfants. Plus de 40% se faisait étaient assumés par les grands-parents, c'était les plus forts pourcentages, et parfois moyennant paiement dans ces milieux modestes. Et d'autre part, il y a une fonction dans les milieux populaires qui est incontournable, c'est malheureusement eux qui se chargent des enfants illégitimes. Ah oui, alors, oui. Alors, il y en a très peu qui d'ailleurs récusent ce rôle. Il y en a qui reçoit l'enfant illégitime. Ah, ça, c'est évident. Donc là, il y a quand même des fonctions de soutien considérables à la génération intermédiaire. Hein. Oui, alors ça a été très vrai jusqu'au début du XXe siècle. Et bon, évidemment, ça a beaucoup diminué. Les statistiques sont très concordantes. Ça a beaucoup diminué au cours du XXe siècle, cette fonction. Mais effectivement, les grands-parents, quand je parle de garde d'enfants, ce n'est pas la garde du soir pour aller au cinéma. Il y a aussi ça. Au XIXe siècle, c'est pas le cœur de... Ah non, ça peut être la garde diurne. Oui, c'est la garde diurne, tout à fait. Ça peut être la garde diurne quand la mère travaille, etc. Mais au XIXe siècle, on a beaucoup de cas d'enfants complètement élevés par leurs grands-parents, notamment pour des questions d'illégitimité. Bon, une mère qui disparaît, qui assume. Mais pas seulement, quand les mères travaillent, qu'elles ont beaucoup d'enfants, qu'elles n'arrivent pas à s'en occuper. Oui, on peut diviser les fratries. Oui, on remplace la nourrice par la grand-mère. Voilà. C'est ce que vous disiez aussi. C'est autre fonction. On peut diviser les fratries aussi, en envoyer à certains. Et on peut aussi envoyer les enfants chez une nourrice dans le village de la grand-mère. Comme ça, elle surveille la nourrice. Mais en cas de décès des parents, est-ce que la tutelle... Est-ce qu'on la confie aux grands-parents ? Est-ce que ça ne peut pas poser problème quand il y a mort de parents jeunes ? Alors, pour l'époque moderne, ça dépend des régions. Il y a des subtilités coutumières dans lesquelles je ne rentrerai pas, mais en général, dans la coutume de Paris, il y a une faveur qui est donnée aux grands-parents, mais qui n'est pas inscrite en tant que telle, c'est-à-dire que c'est dans la pratique. Au XIXe siècle, le grand-père est tuteur légitime, la grand-mère non. Oui. Parce que la grand-mère est faible, comme chacun sait, au XIXe siècle, et donc elle n'est pas tutrice légitime, mais au XIXe siècle, le grand-père est tuteur légitime, c'est-à-dire qu'on confie prioritairement, et même obligatoirement d'une certaine manière, aux grands-parents, enfin au grand-père. Le grand-père paternel étant prioritaire puisqu'il porte le nom de l'enfant, et donc il est plus apte à gérer son honneur. Dans le code civil du départ. Oui. Les grands-parents, malheureusement, sont pas forcément en vie non plus. Bien sûr. Puisque quand les parents sont morts, les grands-parents sont généralement morts aussi. On peut craindre justement de confier la tutelle de jeunes enfants dont les parents ont disparu pour telle ou telle raison à des personnes âgées, préférer l'oncle, on retrouve le système de l'oncle ou de l'ami éventuellement. Hein. C'est tout à fait juste, mais justement c'est une des raisons pour lesquelles la grand-mère a été exclue de la tutelle légitime. On ne voulait pas trop favoriser les grands-parents dans la tutelle parce qu'on estimait qu'ils étaient trop faibles pour être complètement tuteurs. Oui. On ne l'a pas fait pour les grands-parents, le grand-père, mais on l'a fait pour la grand-mère. Mais la jurisprudence a valorisé l'idée que si les parents avaient, pour une raison X ou Y, laissé entendre qu'eux, ils étaient plutôt pas favorables à ce que l'enfant soit confié aux grands-parents, etc., ça marchait, la tutelle légitime sautait. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, parmi les points de droit que vous abordez, il y a la question du droit de visite. C'est très intéressant parce que... expliquez-nous pourquoi c'est intéressant. Le droit de visite, c'est tout à fait intéressant. Parce que, le droit de visite n'est passé dans le droit, en termes de loi, que dans les années 1970, mais en termes de jurisprudence, il est passé en 1857. C'est donc une des premières mesures qui donne... C'est lié au juriste Canet de Molombe. Exactement. C'est-à-dire que c'est donc Charles de Molombe, qui était professeur à Caen, qui avait
développé toute une argumentation pour le droit de visite des grands-parents contre l'avis du père. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que par le droit de visite des grands-parents, on contredit le rôle absolu du père dans la famille en plein milieu du XIXe siècle, alors que le Code civil, justement, n'est pas attaquable directement sur cette question-là. C'est une des premières mesures qui permet à la justice de se poser comme un contrepoids à la fonction du père dans le système familial. C'est-à-dire qu'il laisse la justice juge de l'intérêt de l'enfant contre l'intérêt du père.